Des enfants apatrides, donc sans extrait de naissance, il ne doit plus y en avoir en Côte d'Ivoire. Voilà le combat du Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés. Les deux structures viennent de permettre à plus de 250 enfants d'avoir un extrait d'acte de naissance. Dans ce journal, nous vous présenterons La Terre brûlée, une pièce de théâtre qui met en relief les nombreuses crises de succession qui sévissent sur le continent africain. Puis l'actualité, c'est aussi les pourparlers qui devraient avoir lieu à Addis Abeba entre les deux parties en conflit au Soudan du Sud. Des pourparlers reportés à une date ultérieure. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. À Boisseau, je vous l'annonçais en titre, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides et le Haut Commissariat pour les réfugiés continuent de mener la lutte contre l'apatridie. Grâce à ces deux structures, le Sahara et le HCR s'entend la situation de 253 enfants apatrides d'Adaou dans le département d'Aboisseau a été régularisée. Ils viennent de recevoir leurs extraits d'actes de naissance. Serge Colléa. Ces 253 enfants sont nés en Côte d'Ivoire, précisément à Adaou, dans le département d'Aboisseau. Depuis leur naissance, ils n'ont jamais été déclarés. Ils étaient donc considérés comme apatrides, c'est-à-dire ressortissants d'aucun pays. Cette situation a interpellé le sous-préfet d'Adaou, qui a effectué une tournée dans la région. Au cours de la période de crise, ces parents-là, pour certaines raisons, n'ont certainement pas pu sortir pour déclarer leurs enfants. Et on leur donne la possibilité maintenant de venir, sans respect de ce délai de 3 mois, déclarer leurs enfants. On a recensé près de 300 enfants qui sont dans ce cas. Ce sont eux qui ont bénéficié de cette remise d'extrait de naissance aujourd'hui. Grâce aux efforts conjugués du Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides et du HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, ces enfants ont leur extrait de naissance. On a eu la chance aujourd'hui en Côte d'Ivoire d'avoir cette ordonnance spéciale qui avait été prise par les autorités pour régulariser tous les cas d'enfants qui seraient nés pendant la période de crise. Et aujourd'hui, cette ordonnance spéciale a été muée en loi et nous donne la possibilité de régler des centaines de milliers de cas. En Côte d'Ivoire, des milliers d'enfants naissent dans l'anonymat total entre les mains de parents ignorants. Le but du Sahara et du HCR, c'est de faire reculer au maximum l'apatridie. Et maintenant, direction le Black Market dans la commune d'Adjamé, dans l'univers des réparateurs de téléphones portables, un business qui rapporte d'après les acteurs. Notre reporter Herman Niamien en a rencontré quelques-uns et vous allez le voir, ces petits génies n'ont jamais appris le métier. Traoré Bala est réparateur de portables au Black Market d'Adjamé. Ce métier, il exerce depuis près de 3 ans. Il n'a fait aucune école de technologie, encore moins de maintenance informatique. D'ailleurs, il a arrêté les études en classe de CM2. Mais Bala fait des merveilles. Aucun portable n'a de secret pour lui. C'est un truc qui était déjà fan de ça il y a longtemps. Parce que depuis tout petit, il démontait les portables de mon papa les années 2000-2002. Il prenait les lalés, il les démontait, il essayait de voir un peu dedans comment ça se passe. C'est aux côtés de Kone Ahmed Didemba que Bala a appris la réparation des portables. Lui également dit avoir appris sur l'état. Auparavant, il vendait le téléphone. Au fur et à mesure, quand les clients viennent, souvent ils ont des petits pannes. J'arrivais à faire ça pour eux. Les gens m'ont dit non, comme tu es doué, tu fais tout. C'est bon, il faut essayer de continuer le travail. Les clients viennent de toutes les communes du district d'Abidjan et même des villes de l'intérieur du pays. Avec lui, disent-ils, ils sont assurés de repartir satisfaits. Il s'est réparé, il a fait plusieurs fois pour moi. C'est à cause de ça j'ai ramené un autre portable, que le micro passe pas, qu'il puisse changer. Bala répare entre 10 et 15 portables par jour. Et à l'heure du point, le compte est bon. Quand la clientèle est un peu beaucoup, là, on se retrouve au moins avec une somme de 45 000 à 50 000 par jour. Le métier fait vivre. Bala parvient à aider ses parents avec ses revenus. Comme lui, ils sont nombreux les jeunes qui se sont intéressés à ce métier. Au Black Market d'Adjamé, on dénombre plus de 200 réparateurs de téléphones. Tous sont arrivés à la suite du boom du téléphone mobile en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pour la plupart aucune qualification. Ça, j'ai commencé à réparer la télé, les DVD, appareils numériques. Par la suite de ça, quand le téléphone est rentré dans notre monde, et là, je me suis inséré aussi dans la réparation
cellulaire. J'ai beaucoup d'expérience et j'ai acquis ça de plusieurs personnes. Aujourd'hui, le vœu de ces jeunes est de bénéficier d'une aide financière pour agrandir leur activité. Déjà, avec les mêmes moyens, ils parviennent à faire des merveilles. Avec un minimum d'encadrement, ce secteur sera un grand pourvoyeur d'emplois. Parce que déjà, ce sont des milliers de jeunes qui sont à l'abri du chômage et qui gagnent honnêtement leur vie dans ce métier. Terre brûlée est une nouvelle œuvre littéraire, une pièce de théâtre dans laquelle l'auteur Moussa Sanogo met en scène l'antagonisme entre deux leaders politiques. L'œuvre a été officiellement présentée aux lecteurs en fin de semaine dernière. Vous n'êtes pas ici libérer mon pays. La Burénie ou Burénier, au vrai Burénier. Ceci est un extrait de l'antagonisme entre deux leaders politiques dans la République imaginaire de Burénie. Le général Zogobadi, président déchu, refuse de céder le pouvoir à son successeur, Fandamari Diari, à la suite d'élections démocratiques. Tout se meut en conflit qui finit par détruire cette République. Ces trois actes forment en 107 pages la pièce de théâtre intitulée « Terre brûlée ». Son auteur, Moussa Sanogo, dit attirer l'attention des lecteurs sur les dérives du jeu politique quand celui-ci est alimenté de questions comme l'identité, la nationalité, le foncier, la souveraineté. Il y a un amas de fiction qui se greffe sur un substrat de réalité, qui est la situation que l'on a vécue en Côte d'Ivoire. En faisant parler les personnages de cette façon, c'était de faire en réentendre les propos que l'on dit l'un de l'autre, pour qu'on n'aille pas à la réconciliation avec enfoui en nous encore ces choses-là. Premier ouvrage de Moussa Sanogo, Terre brûlée, est paru en novembre 2013 aux éditions Balafon. Il constitue pour ce journaliste enseignant de lettres modernes la contribution à la résolution des crises de succession en Afrique. C'était un reportage de Léon Brou. Un mot de tourisme à présent et c'est avec Patricia Omouetia. Elle nous présente la nouvelle offre touristique de la Côte d'Ivoire pour la saison 2014. Balade classique sur un bateau de l'Allemagne en Côte d'Ivoire. Visite guidée pour ces touristes allemands qui s'adonnent au tourisme de loisirs. À Grand Bassam, la ville séduit pour ses plages, mais également le musée de la ville. Occasion de découvrir les richesses des diverses communautés du pays et l'art traditionnel ivoirien. Dans le quartier du plateau, la visite ne serait pas complète sans un arrêt au marché du plateau. Les touristes ont fait leur achat dans une atmosphère joyeuse. Pays aux multiples facettes, ouvert sur l'océan, aux paysages variés, ses ressources naturelles, ses potentialités, ses infrastructures modernes sont le garant d'un voyage exceptionnel et riche en couleurs. Kababeleke, Ketebo, Yaya ou Azonto, qu'ils fassent du coupé-décalé ou du zouglou, les artistes ne manquent pas d'idées pour créer des concepts pour le plaisir des mélomanes. L'année 2013 a connu de nombreuses chansons et danses, toutes aussi originales les unes que les autres. Estelle Brou et Christelle Menant ont promené leur micro pour connaître l'avis de la population sur les artistes et les concepts qui ont marqué l'année écoulée. Regardez. La musique ivoirienne est en perpétuel mouvement. La créativité à tous les carrefours. En 2013, les courants zouglou et coupé-décalé ont marqué l'année grâce à l'originalité des textes et des concepts. Serge Beno, Desbordeaux, Arafat, Magnifique, entre autres, ont apporté rire et joie aux Ivoiriens. Le déferlement des artistes nigérians semble bouleverser les tendances et la consommation ivoirienne en matière de musique. Les Ivoiriens s'expriment sur les artistes et concepts qui ont marqué l'année 2013. Des avis bien partagés. L'artiste qui aurait marqué l'année 2013, c'est toujours le même, Arafat, qui avait ses concepts. Mais le concept qui m'a plus marqué, c'est le dernier concert Yaya, qui vraiment fait tache d'huile dans les bars et les marqués d'Abidjan. Pour moi, au niveau du coupé-décalé, c'est Serge Beno. Au niveau du zouglou, je pourrais dire si c'est pluriel, voilà. Certains n'ont pas manqué de faire des recommandations. Pour l'année 2014, j'aimerais dire à tous les artistes de s'améliorer, les DJ comme les zouglouman, pour que 2014, nous soyons encore plus motivés par les chansons, par les concepts. C'est vrai qu'on s'amuse beaucoup, mais on veut plus parler aux DJ de donner des conseils, quoi.
Je crois qu'ils doivent revoir un peu leurs habillements parce que ça fatigue nos enfants en fait. Sinon ça égaye le peuple, c'est amusant. De la joie, de la gaieté, les Ivoiriens en ont connu en 2013 grâce aux artistes de Côte d'Ivoire. En bref et en images, les délégations du président sud-soudanais Salva Kiir et de l'ex-vice-président Riek Machar à la tête d'une rébellion qui affronte l'armée depuis la mi-décembre au Soudan du Sud sont depuis quelques jours à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, pour engager des pourparlers de paix, lesquels pourparlers n'ont pas encore véritablement démarré. Les deux parties ne souhaitant pas se rencontrer directement avant qu'un ordre de jour des négociations n'ait été établi et approuvé par les deux camps. Le second vol de ces rapatriés de la République centrafricaine a atterri hier vendredi à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar. Les 180 Sénégalais ont été accueillis par Mankeur Ndiaye, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. On se souvient qu'un premier contingent de 260 rapatriés, composé majoritairement des femmes et des enfants, est arrivé le premier jour de l'an à Dakar à bord d'un vol spécial affrété par le gouvernement sénégalais. Ils sont en majorité des femmes et des enfants. Visage défait, cœur en détresse, 350 Sénégalais rapatriés de Centrafrique, dont 30 Guinéens et 10 Maliens, sont arrivés à Dakar en compagnie des membres de leur famille. On a peur, on découpe les gens en morceaux, c'est des catastrophes. On a vécu très mal. Moi-même, avant-hier, on devait m'égorger la nuit. C'est des Burundais qui sont venus me sauver, m'amener au consul du Sénégal. On demande que le Dieu n'a qu'à faire la paix dans ces pays-là parce qu'on vivait en harmonie avec ces gens-là. Actuellement, là-bas, c'est très dangereux. Mais ce que nous voulons, que Dieu nous protège tous les Sénégalais qui restent là-bas. Il y a des Sénégalais qui sont là-bas avec leurs biens. En l'espace de 3 jours, ce sont 600 Sénégalais sur les 750 qui vivaient officiellement en Centrafrique qui ont quitté ce pays en proie à un conflit interconfessionnel entre musulmans et chrétiens. Venus à l'accueil, les autorités sénégalaises qui ne prévoient pas un troisième vol ont promis d'apporter une assistance à ces rapatriés qui ont tout laissé derrière eux. Les dispositions prises aujourd'hui, c'est de pouvoir recenser toutes ces familles qui sont là et permettre d'abord la réintégration préscolaire des enfants. Les femmes aussi, comme je viens de leur dire tout de suite, ce sont des femmes sénégalaises. Donc elles ont tous les droits de pouvoir bénéficier des financements qui sont mis en place pour ces femmes-là et en même temps d'être formées et encadrées. Selon le ministère sénégalais de l'Intérieur, tous les rapatriés vont être recasés. En attendant, une cellule d'assistance psychologique a été mise en place en rapport avec le ministère de la Santé. La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain. L'islam est sa religion, l'arabe est sa langue et la République est son régime. Voilà l'article 1er de la nouvelle constitution tunisienne en cours d'adoption. L'Assemblée constituante tunisienne a commencé vendredi dernier la procédure de son adoption qui doit être achevée avant le 14 janvier. À Madagascar, les résultats complets du second tour de la présidentielle proclamés hier vendredi par la CENIT, la commission électorale place Eri Rajaonari-Mampianina en tête avec 53,5% des voix. Robinson Jean-Louis conteste ces résultats. Son porte-parole a affirmé dans la journée qu'il avait gagné avec 52,8% des voix. L'heure est maintenant à l'examen des recours et l'attente des résultats définitifs qui doivent être proclamés d'ici 15 jours. Pas de surprise à la présidentielle de Madagascar, c'est Eri Rajaonari-Mampia qui l'emporte avec 53,5% des voix. Cet ancien ministre des Finances était soutenu par le président sortant. La commission électorale a annoncé les résultats complets vendredi, 15 jours après le second tour. Ces élections, les premières depuis le coup d'État de 2009, devraient apporter un peu de stabilité politique à Madagascar qui en a bien besoin. Ce pays va retrouver sa place dans le concert des nations. Ce pays va être gouverné désormais donc par un président élu. Et à ce moment-là, donc, la démocratie a triomphé tout simplement. Et je pense que nous sommes en train justement de poser la base de cette démocratie. Le perdant, lui, ne s'avoue pas vaincu. Robinson Jean-Louis, qui recueille 46,5% des suffrages, réclame un recomptage des voix. Son camp a déposé des centaines de plaintes pour fraude.
Conséquence, les résultats publiés vendredi sont officiels mais pas encore définitifs. Les Malgaches vont devoir patienter. C'est le résultat proclamé par la commission électorale. Et c'est qu'un résultat provisoire, ça ne me dérange pas. Maintenant, j'attends la décision de la Cour électorale spéciale. C'est en effet la Cour électorale spéciale qui aura le dernier mot. Elle peut annuler des voix ou disqualifier un candidat si les tricheries sont avérées. La Cour annoncera les résultats définitifs de la présidentielle d'ici 15 jours. C'est un scrutin à haut risque qui se joue en ce moment au Bangladesh. Depuis le début de la matinée, les bureaux de vote sont ouverts dans tout le pays, mais ce scrutin se déroule dans un contexte particulier de tensions sociales et politiques. 13 personnes ont trouvé la mort selon un bilan encore provisoire et 200 bureaux de vote ont été attaqués. Les législatives aujourd'hui sont boycottées par l'opposition et une grève générale a été décrétée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour le revoir, cliquez sur www.rti.ci et ne bougez pas, nos programmes se poursuivent sur RTI.